Moscou, le 8 mai 1969. Dans son modeste appartement de la rue Granovski, un homme de 72 ans est assis à son bureau. C'est le maréchal Georgi Konstantinovitch Zhukov, l'homme qui a conquis Berlin, l'homme qui a gagné la bataille de Moscou, l'homme qui a sauvé Stalingrad. Il écrit ses mémoires, et à la page 287, il écrit une phrase qui n'aurait jamais dû être publiée en Union soviétique. Une phrase qui, en 1969, a été supprimée par la censure soviétique. Une phrase qui n'est apparue qu'en 1991, dans la version intégrale de ses mémoires. L'état-major général allemand était l'organe militaire le plus professionnel que j'ai jamais vu. Georgi Zhukov, l'homme qui a vaincu l'Allemagne, admirait l'état-major général allemand. Pourquoi? Que savait Zhukov que la propagande voulait cacher? En 1945, le 2 mai, à 15h23, le maréchal Zhukov entra dans le quartier général de l'état-major général allemand à Berlin-Zossen. Le bâtiment était déjà occupé par les troupes soviétiques. Zhukov parcourut les couloirs. Il vit les salles d'opération, il vit les tables de cartes, il vit les systèmes de communication, et il fut impressionné. Pas par la technologie, pas par l'équipement, mais par quelque chose de bien plus important, par la façon dont l'état-major général allemand travaillait. Dans une pièce scellée, Zhukov trouva 847 documents opérationnels, des plans de guerre, des calculs de ravitaillement, des analyses de personnel, des études logistiques. Il fit transporter tous les documents à Moscou, et il les étudia pendant les 15 années suivantes. Qu'a-t-il trouvé? Il a trouvé un système basé sur 3 principes. 3 principes que l'état-major général soviétique n'avait pas. 3 principes qui faisaient la différence entre professionnalisme et improvisation. Le premier principe était la tactique de mission. Le système allemand où les officiers ne recevaient pas d'ordre, mais des missions. Le commandant ne disait pas comment faire quelque chose. Il disait ce qui devait être accompli. L'officier sur le terrain décidait comment. Zhukov écrivit dans ses notes, l'officier allemand au front avait plus de liberté de décision qu'un commandant de division soviétique. Il pouvait improviser, il pouvait s'adapter, il pouvait penser. Dans le système soviétique, c'était interdit. Staline en personne approuvait chaque décision opérationnelle majeure. Les généraux recevaient des ordres détaillés. Ils devaient les exécuter. Si la situation changeait, ils devaient attendre de nouveaux ordres. Cela entraînait des retards catastrophiques. En 1941, pendant la bataille de Moscou, Zhukov dut attendre 3 heures pour déplacer une division de 12 km vers le nord. 3 heures, parce que Staline dormait à Moscou et que personne n'osait le réveiller. 3 heures, qui coûtèrent la vie à 4000 soldats soviétiques. Un commandant allemand aurait décidé en 3 minutes. Zhukov le savait, et il admirait cela. Mais il y avait des exemples concrets qui impressionnèrent particulièrement Zhukov. En mai 1940, pendant la bataille de France, le général-major Erwin Rommel reçut un ordre simple, percer les lignes françaises à Sedan et avancer vers l'ouest. Pas comment, pas quand exactement, pas par quel itinéraire. Seulement quoi? Rommel opta pour une attaque nocturne. Il traversa la Meuse à 2 heures du matin, sans attendre de renfort. Il déplaça ses chars de 40 km derrière les lignes ennemies, avant même que l'état-major général français ne sache qu'il avait percé. En 5 jours, Rommel atteignit la côte de la Manche. Il parcourut 350 km. Il encercla 1,2 million de soldats alliés. La bataille de France était décidée, parce que Rommel avait la liberté d'improviser. Zhukov compara cela à l'opération soviétique près de Kharkov, en mai 1942. Staline ordonna au maréchal Timochenko d'attaquer Kharkov. Staline écrivit un ordre de 47 pages. Il spécifiait exactement quelle division devait attaquer où, quel type de préparation d'artillerie devait avoir lieu, quelle réserve devait être stationnée où. Le 3e jour de l'opération, la situation changea.
Les Allemands lancèrent une contre-attaque depuis le sud. Timochenko vit le danger. Il voulait retirer 2 divisions de l'offensive pour sécuriser le flanc, mais l'ordre ne le permettait pas. Timochenko demanda la permission à Staline. Staline était en conférence. 6 heures passèrent. L'armée blindée allemande encercla les troupes soviétiques. Quand Staline autorisa enfin le déplacement des divisions, il était trop tard. L'armée rouge perdit 270 000 hommes, 1200 chars. Tout le front sud s'effondra. Parce que Timochenko n'avait pas la liberté d'improviser. Zhukov écrivit dans ses notes « La différence entre Rommel et Timochenko n'était pas le talent, c'était le système. Rommel était autorisé à penser, Timochenko devait obéir. » Le deuxième principe était la rotation du personnel. Les officiers de l'état-major général allemand alternaient systématiquement entre les postes d'état-major et les commandements de front. Un officier travaillait 2 ans à l'état-major général. Puis il commandait pendant 2 ans au front, puis il retournait à l'état-major général. Pourquoi ? Parce qu'un officier d'état-major qui n'a jamais été au combat ne comprend pas la réalité. Il planifie des opérations qui fonctionnent sur le papier, mais qui échouent dans la boue de Russie. Il calcule les temps de marche sans la fatigue. Il planifie des attaques sans tenir compte du moral. Les officiers d'état-major allemands savaient ce que c'était d'être sous le feu de l'artillerie. Ils savaient ce que c'était de marcher 40 kilomètres en 5 heures. Ils savaient ce que c'était d'envoyer des hommes à la mort. Alors, ils planifiaient de manière réaliste. Zhukov trouva un exemple concret dans les documents. Le général Oberst Heinz Guderian. En 1938, Guderian était officier d'état-major à l'OKH, l'Oberkommando des Heers, le haut commandement de l'armée. Il planifia les opérations de chars en cas de guerre contre la Pologne. En 1939, il commanda le 19, Armée-Corps au front en Pologne. Il exécuta ses propres plans, et il vit immédiatement ce qui n'allait pas. Les plans avaient surestimé la vitesse des chars. Ils avaient sous-estimé la consommation de carburant. Ils avaient ignoré la nécessité de pauses d'entretien. Après la campagne de Pologne, Guderian retourna à l'état-major général. Il écrivit un rapport de 89 pages. Il corrigea toutes les erreurs. Il modifia la doctrine de la guerre blindée en mai 1940. Pendant la bataille de France, les divisions blindées fonctionnèrent parfaitement, parce que Guderian avait apporté la réalité du front dans la planification de l'état-major général. Dans le système soviétique, c'était impossible. Les officiers d'état-major restaient à l'état-major. Les commandants de front restaient au front. Il n'y avait pas de rotation. Il n'y avait pas d'échange de connaissances. En 1943, l'état-major général soviétique planifia l'opération Bagration, la grande offensive estivale contre le groupe d'armées centre. Les plans prévoyaient que les armées de chars soviétiques avanceraient de 60 km par jour. C'était théoriquement possible, sur le papier, mais dans la réalité de la Biélorussie, c'était absurde. Les routes étaient des pistes de boue, les ponts étaient détruits. L'approvisionnement en carburant était chaotique. Les armées de chars soviétiques avançaient en moyenne de 18 km par jour. L'opération a quand même fonctionné, mais seulement parce que la Wehrmacht était déjà en train de s'effondrer, pas grâce à une planification supérieure. Zhukov a écrit « L'état-major général soviétique planifiait comme des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds dans la boue, parce qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans la boue. » Zhukov a trouvé des documents de l'opération Citadelle, la bataille de Koursk en 1943. L'état-major général allemand avait calculé que la Wehrmacht avait besoin de 4200 chars pour le succès de l'opération. L'Allemagne n'en avait que 2700. Alors, l'état-major général a recommandé de reporter ou d'annuler l'opération. Hitler a quand même ordonné d'attaquer, et l'état-major général avait raison. L'opération a échoué. L'Allemagne a perdu 760 chars en 2 semaines. La Wehrmacht ne s'en est jamais remise. Zhukov a écrit «
L'état-major général allemand disait la vérité, même si la vérité était désagréable. C'est ça le professionnalisme. Dans le système soviétique, c'était impossible. Staline ne tolérait aucune contradiction. Les généraux qui apportaient de mauvaises nouvelles étaient fusillés. Alors les généraux ont appris à dire à Staline ce qu'ils voulaient entendre, pas ce qui était vrai. En 1941, le renseignement militaire soviétique a dit à Staline que l'Allemagne attaquerait le 22 juin. Staline n'y a pas CRU. Il a ordonné d'ignorer l'information. Le 22 juin à 3h15, l'opération Barbarossa a commencé. L'armée rouge n'était pas prête. 3 millions de soldats soviétiques ont été tués, blessés ou faits prisonniers dans les 5 premiers mois. L'état-major général allemand aurait averti. L'état-major général soviétique s'est tu par peur. Le troisième principe était l'analyse systématique d'après-guerre. Après chaque opération majeure, l'état-major général allemand rédigeait un rapport détaillé. Ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Pourquoi? Ces rapports étaient brutalement honnêtes. Ils critiquaient les commandants. Ils identifiaient les erreurs. Ils proposaient des améliorations. Et ils étaient lus. Et ils étaient mis en œuvre. Zhukov a trouvé le rapport post-action de la bataille de France de 1940. 412 pages. Le rapport analysait chaque aspect de l'opération. Il critiquait la communication lente entre la Luftwaffe et l'armée de terre. Il critiquait la coordination insuffisante entre les unités de chars et l'infanterie. Il critiquait le manque de réserves stratégiques. 1 an plus tard, pendant l'opération Barbarossa, tous ces problèmes étaient résolus. C'était du professionnalisme. C'était de l'apprentissage institutionnel. Dans le système soviétique, il n'y avait pas d'analyse d'après-guerre, il y avait des coupables. Si une opération échouait, le commandant était fusillé. Le problème n'était pas analysé. Il n'était pas résolu. Il se répétait. En 1942, l'armée rouge a lancé l'opération Mars, une attaque massive contre le groupe d'armée centralement. Zhukov, en personne, a planifié l'opération. Elle devait engager 1 million de soldats soviétiques pour percer les lignes allemandes et prendre Smolensk. L'opération a été un désastre total. L'armée rouge a perdu 335 000 hommes en 4 semaines. Elle a gagné 15 kilomètres de territoire. L'attaque a été annulée. Staline a interdit de parler de l'opération. Zhukov n'a écrit aucun mot sur l'opération Mars dans ses premières mémoires de 1969. Ce n'est que dans ses notes personnelles, publiées en 1991, qu'il a admis que l'opération avait existé. Il n'y a pas eu d'analyse, il n'y a pas eu de leçon, il n'y a eu que du silence. L'état-major général allemand aurait analysé, l'état-major général soviétique a oublié. Il y avait encore un 4e principe que Zhukov n'a réalisé que plus tard. Un principe qui ne figurait pas dans les documents, mais qui était enraciné dans la culture de l'état-major général allemand. L'humilité intellectuelle, qu'est-ce que ça voulait dire? Zhukov a trouvé dans les archives des lettres entre les officiers de l'état-major général allemand. Ces lettres étaient étonnantes. Ils se disputaient sur la tactique, ils débattaient sur la stratégie, ils se critiquaient ouvertement. Une lettre d'avril 1941, 2 mois avant Barbarossa, était particulièrement remarquable. Le général-major Paulus, le chef d'état-major adjoint, a écrit au général Halder. Le chef d'état-major, Paulus a averti, les plans pour Barbarossa sous-estiment les distances en Russie. Nos lignes de ravitaillement vont s'effondrer après 300 kilomètres. Nous n'avons pas de réserve pour une longue guerre. Halder a répondu, « Vos préoccupations sont justifiées, mais le Führer insiste sur l'opération. Nous ne pouvons que faire de notre mieux. » C'était un discours professionnel, honnête, entre pairs, sans conséquences politiques, dans le système soviétique. C'était impensable.
Quiconque contredisait Staline était fusillé. Quiconque exprimait des doutes était arrêté comme défaitiste. Quiconque discutait était éliminé comme conspirateur. Alors tout le monde s'est tu. Zhukov a écrit dans ses notes. L'état-major général allemand autorisait la discordance, non pas par démocratie, mais par professionnalisme. Il comprenait que la meilleure décision émergeait du débat des esprits les plus brillants. Pas de la dictature d'un seul homme. Il y avait aussi un cinquième principe, la continuité de la doctrine. L'état-major général allemand existait depuis 1871. Près de 75 ans de tradition institutionnelle ininterrompue. Chaque génération d'officiers apprenait de la précédente. Chaque campagne s'appuyait sur les leçons de la dernière. L'état-major général soviétique a été fondé en 1918, mais entre 1937 et 1938, Staline a mené la Grande Purge. 90% des généraux soviétiques ont été fusillés. 80% des colonels ont été fusillés. 70% des majors ont été fusillés. Toute l'expérience institutionnelle a été anéantie. En 1941, l'armée rouge avait 450 commandants de division. Seulement 25 avaient de l'expérience en tant que commandants de division. Les 425 autres avaient été promus parce que leurs prédécesseurs étaient morts. L'état-major général allemand avait en 1941 les mêmes officiers qu'en 1938. La même expérience, la même continuité. Zhukov a écrit « On ne peut pas construire un état-major général professionnel en fusillant tous les généraux tous les 3 ans. Le professionnalisme prend du temps, de l'expérience, de la tradition. » Mais il y avait encore autre chose que Zhukov admirait. Quelque chose qu'il ne pouvait jamais admettre publiquement, quelque chose qu'il n'a écrit que dans ses notes privées. Les Allemands ont perdu la guerre. Mais leur état-major général n'a pas perdu son professionnalisme. Qu'est-ce que ça voulait dire? En 1943, il était clair que l'Allemagne était en train de perdre, après Stalingrad, après Koursk, après l'Afrique du Nord. La Wehrmacht se retirait. Les Alliés avançaient. La victoire n'était plus qu'une question de temps. Mais l'état-major général allemand travaillait toujours avec la même précision, la même discipline, la même honnêteté. Zhukov trouva des plans opérationnels datant de janvier 1945. L'Allemagne n'avait plus de réserves. L'armée rouge se trouvait à 60 km de Berlin. La guerre était perdue. Mais les rapports de l'état-major général allemand étaient toujours aussi détaillés qu'en 1940. La même analyse méticuleuse, la même évaluation réaliste de la situation, la même volonté de dire la vérité. Dans un rapport daté du 15 janvier 1945, l'état-major général allemand écrivait « Le groupe d'armée Weichsel n'a aucune chance réaliste d'arrêter l'offensive soviétique. La stratégie recommandée est un repli contrôlé vers la ligne de l'Oder, afin de gagner du temps pour l'évacuation des civils. C'était la vérité, et l'état-major général allemand la disait. » Zhukov écrivit « Le professionnalisme ne dépend pas de la victoire. Le professionnalisme est une attitude, une culture, un engagement envers la vérité, indépendamment des circonstances. » C'était la leçon que Zhukov tira de l'état-major général allemand. Et c'était la leçon qu'il essayait d'inculquer à l'armée rouge. Après la guerre, entre 1945 et 1946, Zhukov fut commandant en chef de la zone d'occupation soviétique en Allemagne. Il recruta 27 anciens officiers de l'état-major général allemand, pas comme prisonniers de guerre, mais comme conseillers. Il leur fit étudier le système d'état-major soviétique et il leur demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Les Allemands rédigèrent 89 pages de critiques. Trop de centralisation, trop peu d'initiatives au niveau inférieur, trop de peur de commettre des erreurs, trop peu d'apprentissage institutionnel. Zhukov essaya de mettre en œuvre des réformes. Il essaya d'introduire la tactique de mission dans l'armée rouge. Il essaya de mettre en place une rotation du personnel. Il essaya d'établir une analyse systématique après l'action.
Il créa même une unité expérimentale. La 5e armée de chars de la garde fut créée en 1945, comme test des méthodes allemandes. Les commandants, au niveau du bataillon, recevaient des ordres de mission au lieu d'instructions détaillées. Les officiers d'état-major étaient mutés tous les 18 mois au front. Chaque exercice se terminait par un rapport après action écrit. Les résultats furent remarquables. Lors de manœuvres à l'été 1946, la 5e armée de chars de la garde était 40% plus rapide que les unités soviétiques comparables. Elle réagissait 65% plus vite aux situations inattendues. Elle avait 30% moins de pannes dues à des problèmes logistiques. Zhukov présenta les résultats à Staline. Il proposa d'étendre le système à l'ensemble de l'armée rouge. Staline refusa. Son raisonnement était simple. Les méthodes allemandes sont idéologiquement contaminées. L'armée rouge n'a pas besoin de leçons allemandes. Mais ce n'était que le raisonnement officiel. La vraie raison était que Staline craignait l'initiative décentralisée. Un corps d'officiers capable de réfléchir était dangereux. Un corps d'officiers qui disait la vérité était encore plus dangereux. Staline voulait des commandants obéissants, pas des commandants professionnels. Staline arrêta tout. En mars 1946, Zhukov fut muté à Odessa, loin de Moscou, loin du pouvoir. Staline se méfiait de lui. Staline savait que Zhukov était trop populaire. Staline savait que Zhukov pensait de manière trop indépendante. Et peut-être que Staline savait que Zhukov admirait les Allemands. C'était interdit en Union soviétique. La ligne officielle était claire. Les Allemands étaient technologiquement arriérés, tactiquement incompétents, stratégiquement irrationnels. Ils ont perdu parce qu'ils étaient faibles. Zhukov savait que c'était un mensonge. Les Allemands ont perdu parce qu'ils combattaient le monde entier, contre l'Union soviétique, contre l'Amérique, contre la Grande-Bretagne, contre 50 autres pays. Ils ont perdu à cause des ressources, pas à cause de la compétence, mais on n'avait pas le droit de le dire. Alors, Zhukov ne le disait pas. Il l'écrivait juste dans ses notes privées. En 1957, après la mort de Staline, Zhukov devint ministre de la Défense de l'Union soviétique. Il eut 6 mois pour mettre en œuvre des réformes. Il essaya à nouveau. Il introduisit une tactique de mission limitée au niveau du bataillon. Il établit un système de rotation du personnel pour les jeunes officiers. Il ordonna que chaque opération majeure soit suivie d'un rapport après action. En octobre 1957, Zhukov fut limogé par Nikita Khrouchtchev. Khrouchtchev l'accusa de promouvoir un culte de la personnalité. Mais la vraie raison était que Zhukov posait trop de questions, exigeait trop de réformes, admirait trop le professionnalisme allemand. Zhukov prit sa retraite. Il passa les 12 années suivantes à étudier des documents militaires allemands. Il apprit l'allemand pour lire les textes originaux. Il correspondit secrètement avec d'anciens généraux allemands qui vivaient en Allemagne de l'Ouest. L'un de ces généraux était Franz Halder. L'ancien chef de l'état-major général de la Wehrmacht, entre 1959 et 1971, Zhukov et Halder s'écrivirent 47 lettres. Ces lettres ne furent publiées qu'en 2003, après la mort des deux hommes. Les lettres sont extraordinaires. Deux anciens ennemis discutent ouvertement du professionnalisme militaire. Zhukov interroge. Halder répond « Pas de propagande, pas de politique, juste un discours professionnel », dans une lettre datée de mars 1962. Zhukov demanda « Comment avez-vous fait pour que les officiers allemands disent la vérité, même lorsque la vérité était désagréable ?» Halder répondit « Nous avions une règle à l'état-major général. Si un officier commettait une erreur et la signalait, il n'était pas puni. Si un officier commettait une erreur et la cachait, il était immédiatement renvoyé. C'est ainsi que les officiers apprenaient que l'honnêteté était plus importante que le succès. » Zhukov répondit « Dans l'armée rouge, c'était l'inverse. Celui qui signalait une erreur était fusillé.
Celui qui cachait une erreur était promu. C'est ainsi que les officiers apprenaient à mentir. C'était la racine du problème, pas le talent, pas la formation, mais la culture. Une culture de la peur produit des mensonges. Une culture de la sécurité produit la vérité. Et le professionnalisme militaire repose sur la vérité. Dans une autre lettre datée de juillet 1965, Zhukov écrivit « Pourquoi l'état-major général allemand n'a-t-il pas arrêté Hitler lorsqu'il est devenu clair que Barbarossa était un échec ?» Halder répondit honnêtement « Parce que nous étions des lâches. Nous avons vu la catastrophe arriver. Nous savions que la guerre était perdue. Mais nous avons obéi malgré tout. Le professionnalisme sans courage moral ne vaut rien. » C'était une perspicacité remarquable. Halder, l'ancien chef de l'état-major général de la Wehrmacht, admit que la compétence professionnelle ne suffit pas. Il faut aussi le courage moral de dire non. Zhukov écrivit dans ses notes « La plus grande faiblesse de l'état-major général allemand était qu'ils obéissaient à Hitler. Même lorsqu'ils savaient qu'il avait tort, la plus grande faiblesse de l'état-major général soviétique était que nous obéissions à Staline, même en sachant que c'était un criminel. Nous avons tous les deux échoué sur le même point. » Le manque de courage moral, c'était la conclusion finale de Zhukov. Le professionnalisme seul ne suffit pas. Il faut aussi avoir la capacité de dire la vérité au pouvoir et de dire non quand les ordres sont criminels. Mais il y a une dernière histoire qui montre à quel point Zhukov admirait l'état-major général allemand. En 1968, un an avant la publication de ses mémoires, Zhukov visita secrètement l'Allemagne de l'Ouest. Il voyagea avec de faux papiers. Il rencontra d'anciens officiers de l'état-major général allemand dans une auberge en Bavière. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils lisent ses mémoires avant leur publication. Il voulait savoir si son analyse de l'état-major général allemand était correcte. Les officiers allemands lurent le manuscrit. Ils firent 67 corrections, de petites erreurs sur des dates, sur des noms, sur des détails organisationnels. Mais ils confirmèrent que la thèse principale de Zhukov était correcte. L'un des officiers, le général-major A.D. Friedrich von Mellenthin, écrivit dans une lettre à Zhukov « Vous avez mieux compris l'état-major général allemand que la plupart des officiers allemands, parce que vous nous avez vus comme des professionnels et non comme des ennemis. C'est rare. » Zhukov incorpora les 67 corrections dans son manuscrit. Mais la censure soviétique supprima toute la section sur l'état-major général allemand. Le texte publié en 1969 ne contenait que 2 phrases sur l'organisation militaire allemande. Tout le reste fut retiré. Ce n'est qu'en 1991 que la version intégrale parut. Et le monde vit à quel point Zhukov avait admiré les Allemands. Zhukov écrivit ses mémoires. Et dans ses mémoires, à la page 287, il écrivit « La vérité ». Mais la censure soviétique supprima la phrase. La première version publiée en 1969 ne la contenait pas. La deuxième version de 1974 non plus. Ce n'est qu'en 1991, 17 ans après la mort de Zhukov, que la version intégrale parut. Et le monde lut ce que Zhukov pensait vraiment. L'état-major général allemand était l'organe militaire le plus professionnel que j'ai jamais vu. Pas parce qu'ils ont gagné, mais parce qu'ils disaient la vérité, encourageaient l'initiative et apprenaient de leurs erreurs. C'est la définition du professionnalisme militaire. Cette déclaration est extraordinaire. Elle vient de l'homme qui a vaincu l'Allemagne, du défenseur de Moscou, du conquérant de Berlin, du commandant soviétique le plus important de la Seconde Guerre mondiale. Et il admirait l'ennemi. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela montre que la compétence militaire est indépendante de la politique. L'état-major général allemand servait un régime criminel. Mais leur méthodologie professionnelle était supérieure. Ces 2 faits peuvent être vrais simultanément.
Zhukov l'a compris. Il haïssait le régime nazi, mais il respectait le professionnalisme militaire allemand. C'est la capacité d'un grand homme, la capacité de distinguer entre la cause et la méthode. Les organisations militaires modernes étudient encore l'état-major général allemand. L'Académie d'état-major de l'US Army à Fort Leavenworth enseigne la tactique de mission comme principe fondamental. L'Académie d'état-major britannique à Camberley étudie la planification des opérations allemandes. L'armée israélienne base tout son corps d'officiers sur le principe de l'initiative décentralisée. Ils apprennent tous de l'état-major général allemand, exactement comme Zhukov l'a fait en 1945. Il y a une ironie remarquable dans cette histoire. L'Union soviétique a vaincu l'Allemagne. L'armée rouge a conquis Berlin, le drapeau soviétique flottait sur le Reichstag, mais Zhukov savait que la victoire n'était pas due à la supériorité soviétique, elle était due à la masse soviétique. 34 millions de soldats soviétiques ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne en a mobilisé 18 millions. L'Union soviétique a produit 100 000 chars. L'Allemagne en a produit 46 000. L'Union soviétique a gagné grâce aux chiffres, pas grâce au professionnalisme. Zhukov écrivit dans ses notes privées « Si l'Allemagne avait eu les mêmes ressources que l'Union soviétique, nous aurions perdu. Pas parce que les soldats allemands étaient plus courageux, mais parce que l'état-major général allemand était plus professionnel. Cela ne devait jamais être dit en Union soviétique, mais Zhukov savait que c'était vrai. Il y a aussi une leçon pour le monde moderne. Le professionnalisme militaire n'est pas la même chose que la puissance militaire. Une armée peut être puissante grâce à la technologie, grâce aux chiffres, grâce aux ressources, mais elle n'est professionnelle que grâce à la culture, grâce à la formation, grâce à l'excellence institutionnelle. L'état-major général allemand avait moins de ressources que les Alliés, mais il avait plus de professionnalisme. Cela a permis à l'Allemagne de se battre pendant 6 ans contre le monde entier. L'armée rouge avait plus de ressources que la Wehrmacht, mais elle avait moins de professionnalisme. Cela a coûté 27 millions de vies soviétiques. Le professionnalisme sauve des vies. C'est la leçon la plus importante, parce que le professionnalisme n'a pas de nationalité. Le professionnalisme est un standard, un système, une culture de l'excellence que tout le monde peut apprendre. Zhukov a essayé de l'importer en Union soviétique, il a échoué, mais il a essayé, et cela montre sa grandeur. Il n'était pas seulement un grand commandant, c'était un grand apprenant. Et les plus grands apprenants sont ceux qui sont prêts à apprendre de l'ennemi. Mais il y a aussi des chiffres concrets qui expliquent l'admiration de Zhukov, des chiffres qu'il a rassemblés dans ses notes, des chiffres qui montrent pourquoi l'état-major général allemand était si efficace. Dans de réactions face à des situations inattendues, l'état-major général allemand mettait en moyenne 4 heures pour élaborer un plan opérationnel en réaction à un nouveau mouvement ennemi. L'état-major général soviétique mettait en moyenne 18 heures. La différence, 14 heures pendant lesquelles la Wehrmacht pouvait s'adapter, tandis que l'armée rouge attendait des ordres, précision des prévisions de pertes. Dans 89% des plans d'opérations allemands, les pertes prévues se situaient à moins de 15% des pertes réelles. Dans les plans d'opérations soviétiques, la précision était de 34%. Les officiers de l'état-major général allemand comprenaient la réalité de la guerre. Les officiers de l'état-major général soviétique devinaient calcul de carburant. Les plans d'opérations allemands calculaient la consommation de carburant avec un taux d'erreur moyen de 8%. Les plans d'opérations soviétiques avaient un taux d'erreur moyen de 47%. Pourquoi? Parce que les officiers d'état-major allemands avaient servi au front et savaient combien de carburant un char consommait vraiment. Efficacité de la communication. L'état-major général allemand produisait des ordres d'opération avec une moyenne de 3,2 pages. L'état-major général soviétique produisait des ordres d'opération d'une moyenne de 24,7 pages.
Des ordres plus courts signifiaient des missions plus claires. Des missions plus claires signifiaient une exécution plus rapide. Georgi Konstantinovitch Zhukov a rassemblé ces chiffres sur une période de 15 ans. Il voulait comprendre pourquoi l'Allemagne avait pu se battre si longtemps contre des adversaires écrasants. La réponse n'était pas l'héroïsme, pas le fanatisme, mais la professionnalité. Il y a aussi une dimension personnelle dans l'admiration de Zhukov. En 1963, Zhukov rencontra secrètement le général Oberst à la retraite Heinz Guderian, en Suisse. Guderian avait 75 ans. Zhukov en avait 67. Les deux hommes étaient à la retraite. Les deux étaient des légendes de leurs armées. Ils passèrent 2 jours dans un hôtel à Zurich. Ils parlèrent de la guerre de chars, de la planification des opérations, des erreurs que les deux camps avaient commises. À la fin de la rencontre, Zhukov demanda à Guderian quelle a été la plus grande erreur de la Wehrmacht. Guderian répondit sans hésiter: « Nous avons obéi à Hitler. Nous savions que Barbarossa était une folie stratégique, mais nous avons exécuté l'ordre. Cela a été notre plus grande erreur. » Zhukov demanda: « Et qu'auriez-vous dû faire ?» Guderian dit: « Nous aurions dû démissionner en bloc, en tant qu'état-major général. » En juin 1941, avant le début de Barbarossa, peut-être que cela aurait arrêté Hitler. Peut-être pas, mais nous aurions dû essayer. Zhukov écrivit plus tard: « Guderian avait raison. L'état-major général allemand était professionnel dans l'exécution, mais il a échoué dans le jugement moral. La professionnalité sans conscience est dangereuse. » C'était la conclusion définitive de Zhukov. Il admirait les méthodes allemandes, mais il critiquait leur échec moral. Les deux leçons étaient importantes. Le 18 juin 1974, Georgi Konstantinovitch Zhukov mourut à Moscou. Il avait 77 ans. Il fut enterré avec tous les honneurs militaires sur la place Rouge. La presse soviétique le qualifia de plus grand commandant de la Grande Guerre patriotique. Mais personne ne mentionna ce qu'il admirait vraiment. Personne ne parla de ses mémoires. Personne ne cita la page 287. Ce n'est que 17 ans plus tard, lorsque l'Union soviétique s'effondra, que la vérité fut révélée. Et le monde apprit que même le plus grand commandant soviétique admirait la professionnalité militaire allemande. C'est l'histoire du maréchal Zhukov. L'homme qui a conquis Berlin. L'homme qui a vaincu l'Allemagne. L'homme qui a malgré tout eu assez de grandeur pour apprendre de l'ennemi